À la fois, il y avait le travail de tous les jours dans un restaurant. Et après, c'est surtout tout le travail qu'il faut faire à l'extérieur. Aller dans le vignoble, aller déguster, parcourir les routes du vin, étudier beaucoup. Et effectivement, après, j'ai gagné à 27 ans le titre suprême. Mais entre toutes ces années-là, j'ai eu des échelons. J'avais vraiment envie d'y aller, de me préparer, de gagner. C'était assez clair dans ma tête. Le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Le Book Club de Beurre FM, l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent à ceux qui les livrent. Bonjour, bienvenue, bon dimanche. Je reçois Enrico Bernardo. Bienvenue. Bonjour, merci. Vous êtes sommelier d'origine italienne. Vous avez vécu autant d'années en Italie qu'autant en France. Tout à fait, donc oui. Ça fait de vous un hybride. En tout cas, je me sens bien dans les deux pays. C'est une vraie richesse d'avoir vécu autant de temps et s'être imprégné de ces deux cultures qui sont voisines, mais avec ses propres nuances. Meilleur jeune cuisinier d'Europe en 1993, meilleur sommelier d'Italie à 20 ans, d'Europe à 25 ans et du monde à 27 ans en 2004. Vous avez marché sur les traces d'un de vos professeurs qui s'appelle Giuseppe Vaccarini, qui lui avait été champion du monde en 1978. Oui. Moi, ça me passionne toujours de savoir comment on se prépare à un championnat du monde. Vous racontez que vous vous êtes préparé pendant 9 ans. Oui. 9 ans, ça fait beaucoup, mais sans sortir, sans rien en fait. 9 ans, c'était une vraie formation parce que à la fois, il y avait le travail de tous les jours dans un restaurant et du coup, le côté pratique était dans le métier. Et après, c'est surtout tout le travail qu'il faut faire à l'extérieur. C'est aller dans le vignoble, aller déguster, parcourir les routes du vin, étudier beaucoup. Pour être champion du monde ? Oui, parce qu'il faut... Vous faisiez déjà ça à l'époque ? J'ai commencé, oui, à l'âge de 17 ans, la première préparation au premier concours. Et effectivement, après, j'ai gagné à 27 ans le titre suprême. Mais entre toutes ces années-là, j'ai eu des échelons, comme vous avez bien dit, d'abord l'Italie, l'Europe, qui m'ont permis de me préparer de la même manière, mais avec moins de candidats, moins de pays, tout simplement. Mais c'était un objectif pour vous que d'être champion du monde de la discipline. Oui, j'avais vraiment envie... Vous n'étiez pas là par hasard. Non, j'avais vraiment envie d'y aller, de me préparer, de gagner. C'était assez clair dans ma tête parce que là, j'ai eu une formation superbe avec Giuseppe, qu'il avait gagné ce championnat. Et je me disais que c'était un parcours que j'avais envie de faire aussi. Vous avez un coach, votre sœur. Oui. Marie, d'ailleurs, c'est grâce à elle que vous êtes allé à l'école hôtelière. Oui. Incroyable le rôle que votre sœur joue dans votre parcours. Oui, c'est ma sœur aînée et c'est vrai qu'elle a toujours été à mes côtés dans tout ce que j'ai entrepris et comme j'ai écrit dans le livre, c'est une forme de modèle quand j'étais gamin parce qu'elle avait déjà fait des pays comme le Pakistan, l'Inde, l'Australie. Et moi, j'avais 12-13 ans et je la voyais revenir de ses voyages avec des photos. À l'époque, c'était encore on projetait les diaporamas. Là, les soirées diapo. Exactement. C'était avant. Et oui, ça fait presque bizarre de savoir qu'on a connu ça. Et du coup, je rêvais de voyage, je rêvais d'autres horizons. Et quand elle m'a dit, mais fais l'école hôtelière parce que c'est là que tu te sens le mieux en cuisine avec maman, tu as vraiment une vraie sensibilité à ça. Elle n'a pas eu trop de mal à me convaincre. Je me suis jeté directement dans les fourneaux. Vous lui devez votre carrière. En fait. Oui, mais ma sœur, je l'aime énormément et je passe beaucoup de temps avec elle et son fils part souvent en vacances avec moi. C'est une vraie famille italienne. On se retrouve beaucoup autour de la table, autour des événements. En tout cas, c'était votre coach. Oui. Elle vous a préparé. Alors, je ne sais pas si elle avait élaboré avec vous une stratégie pour gagner. Après, c'était un peu artisanal. Hein. C'est-à-dire qu'elle avait mes bouquins, elle m'interrogeait. Régulièrement, elle me questionnait. Parfois, elle faisait semblant d'être une fausse cliente qui avait une demande un peu extravagante. Il fallait la satisfaire. Elle me chronométrait parce que toutes les épreuves sont chronométrées. Corrigeait un peu mes gestes. Mais de manière artisanale parce que c'était en famille. C'est pas comme des disciplines où il faut aller voir un coach qui connaît la matière. Là, c'était vraiment du cœur, quoi. Vous publiez cette histoire dans un livre qui s'appelle La sagesse du vin chez Flammarion. Vous racontez que c'est le livre de votre deuxième vie. Oui. Vous êtes parti d'une page blanche. Genre vous avez eu une première vie. Oui. Et vous n'aimez pas une question qui dit mais qu'est-ce que je vais devenir maintenant ? C'est une question qui vous énerve quand on vous dit ça. C'est ce qui me pose le plus souvent comme question parce que je pense que... C'est quoi le projet là maintenant ? Oui, et d'ailleurs c'est drôle parce que ceux qui insistent dans la question, même mes réponses suffisent pas. Et les gens aiment bien classer, ils aiment bien mettre dans des cases, mettre des étiquettes. Et je fais exactement l'inverse, c'est-à-dire vouloir quitter mon costume, me réinventer une vie, aller à la recherche d'autres sensations, d'autres émotions, aller à la rencontre des gens, sans un vrai objectif professionnel, parce que c'est une forme de liberté extraordinaire à savourer. Ouais.
Alors vous racontez dans votre livre qu'après justement l'obtention de votre titre de champion du monde en 2004, vous travailliez à l'époque au Georges V, Four Seasons. Oui. Et là, on vient vous démarcher, un restaurant new-yorkais vient vous démarcher et vous propose alors, le gros contrat, oui. 250 000 de... Oui. Alors, je ne sais pas si c'était des euros ou des non, dollars. Non, dollars, oui. Dollars, oui, à l'époque. pour dollar, l'année, et vous n'y allez pas. Non, parce que... C'est bien payé un sommelier, finalement. Oui, si vous faites ça comme métier, que vous aimez cette passion, vous serez pas au chômage. Ça, c'est une certitude. Cette semaine, rien que 4 beaux établissements parisiens m'ont demandé si je connaissais pas un chef sommelier ou un directeur pour leur établissement. C'est un vrai métier qui donne une valeur ajoutée à l'établissement où les vins sont présentés. Surtout si vous êtes champion du monde. Oui, champion du monde, ça aide davantage. Mais c'est vrai que ce passage à New York, je ne l'ai pas souhaité parce que d'abord par fidélité, parce que j'étais au Georges V depuis 5 ans et je venais de gagner et je trouvais ça pas très sympa de leur part, de ma part envers eux de m'en aller. Et après parce que c'est quand même ici que ça se passe. Paris, c'est un patrimoine de gastronomie, de restaurants. Tous les vignerons sont pas loin. Et il y a un art de vivre autour du vin qui quand même m'embellissait davantage. Vous avez refusé de vous laisser enfermer par la vie de palace. Pourquoi ? Parce que c'était pas la vraie vie. Parce qu'à un moment donné, on est dans une forme de perfection. Vous parlez de Disneyland un peu. Oui, c'est ça. Parce que, le monde magique des palaces. Parce que tout non doit se transformer par un oui. Le non n'existe pas. Chaque demande doit être satisfaite. Alors, la recherche de la perfection, l'envie de satisfaire, l'envie de même avancer la demande fait un peu partie du quotidien de qui travaille dans des palaces. Et quand on sort de là, je vais vous donner un exemple très basique pour vous situer. Quand j'ai ouvert mon restaurant, la machine à verre tombe en panne, il faut appeler un plombier. Et si on ne connaît pas un plombier, on est dans la galère toute la matinée. Au Georges V, la machine est en panne, vous faites le numéro du service technique, dans les 5 minutes, la machine est réparée. Et la vraie vie, c'est ce qui se passe en dehors des palaces. Après, des palaces, c'est fantastique pour rêver, ça fait rêver. Et je crois que de temps en temps, c'est agréable de rêver aussi. Ouais, vous expliquez que dans un palace comme le Georges V, par exemple, vous avez un demi-million d'euros à dépenser dans la journée, en vin. Ça a été 500 000 euros de vin. Oui, vas-y. C'était le 2001, je me souviens. C'est avant que les tours jumelles tombent. Et l'hôtel fonctionnait vraiment très, très fortement. Et le directeur général me dit, écoute, on a pas mal de trésors. C'est le moment d'acheter du vin. On a de la trésor, vas-y. Et il me dit ça. Je trouve ça fantastique parce que quand tu as 21 ans et on te donne un budget pareil, et tu peux choisir ce que tu souhaites. D'ailleurs, il a vu juste parce que j'ai acheté des vins que les années de suite ont énormément pris de la valeur. Du coup, il a pas c'est un investissement. C'est pas dépenser pour dépenser. Exactement. Il n'a pas fait un mauvais calcul parce qu'aujourd'hui, depuis 10 ans, il sert ces bouteilles-là de 2001, de 2002, de cette période et qu'elles sont extraordinaires en maturité. Et ils ont été payés très peu cher par rapport au prix d'aujourd'hui. Voilà, vous avez quitté cette vie confortable en 2006 pour ouvrir 3 restaurants. Oui. 3 restaurants en 9 mois, dites-vous. Oui. Ça va vite chez vous. C'était une boulimie. C'était un peu l'idée de dire je suis un jeune Italien qui arrive en France, qui débarque, qui dort dans une chambre de bonne en arrivant à Paris et on croit pas trop l'accent, est-ce que les Italiens connaissent le vin. Et en faisant plus, j'ai toujours pensé que je gagnais de respectabilité. Et c'était une connerie parce que... Ça, c'est le syndrome de l'imposteur. On croit toujours parce qu'on en fait plus, finalement, on sera mieux vu. Eh oui, moi, j'avais besoin de montrer que même si j'étais jeune, même si j'étais italien, je savais faire. Mais c'est une bêtise parce que cette accélération satisfait que soi-même, mais pas le regard des autres. Et je l'ai appris sous la durée parce qu'après, le restaurant où j'ai passé le plus de temps, c'est celui-là où j'ai mis le plus de cœur, qui était Il Vino. Il aurait suffi lui-même parce que tous mes copains, tous mes contacts, toutes mes amitiés ont été liées là-dedans. Le reste, c'était courir d'un endroit à un autre, faire bonne figure, faire une photo, signer un livre, serrer la main, mais c'était pas le vrai métier. Le vrai métier, c'est de passer du temps avec les gens. Oui, alors qu'aujourd'hui, les sommeliers et surtout les champions du monde sont des vraies stars. Ils peuvent avoir des comptes Instagram, des chaînes YouTube, et plein de choses. Ça, vous l'avez refusé. Alors, comme vous ne faites pas les choses comme les autres, en général, on va au restaurant, on commande les plats et après on commande les vins. Chez vous, c'était l'inverse. Oui, on commandait que le vin, même pas le plat. Et après, on vous imposait le plat. Oui, c'était une forme de surprise parce que pour moi, c'était évident de faire comme ça. Parce que d'abord, quand je fais à manger, je vais d'abord à un cave, je choisis une bouteille de vin que j'ai envie de boire ce soir-là parce que c'est instinctif. J'ai envie de ça et pas d'autre chose.
Et après, je réfléchis le plat qui va avec. Et souvent, je vais faire les courses par rapport au vin que j'ai choisi. Incroyable ça. Et c'est ma façon de vivre. Quand je vais dans un restaurant, je choisis d'abord un vin sous la carte. Et après, je dis, faites-moi ce que vous voulez. Je vous fais confiance dans les plats. Parce qu'il y a des envies. Et c'était mon envie personnelle. Et au même moment, je dis, c'est un restaurant de sommelier. C'est pas un restaurant de chef. Et du coup, c'est le vin qui doit rester la pièce maîtresse du lieu. Oui. D'où vient cette idée qu'avec les viandes, on boit du rouge et avec le poisson, on boit du blanc ? C'est toujours vrai, ça, d'ailleurs ? Il y a des grands classiques, on va dire, qui ne sont pas faux, hein, parce que 80% des cas, c'est juste. Mais après, il y a beaucoup de variantes, il y a beaucoup de différences, notamment comme les plats sont cuisinés, avec quoi ils sont assaisonnés, quelle est la garniture qui va avec. Je vous donne un exemple. Vous prenez du veau. Typiquement, vous dites, un veau, c'est vin rouge, parce que c'est Bourgogne et Pinot Noir. Mais si à votre veau, vous y mettez des asperges, ou vous y mettez des légumes verts comme les courgettes, peut-être le blanc n'est pas si mal que ça. Le thon, de la même manière, ou un filet de rougier, vous mettez une sauce tomatée, un peu pimentée, un peu relevée, le rouge va davantage. Du coup, l'assaisonnement, la cuisson et l'accompagnement sont 3 pièces principales dans l'assiette. Et les gens réfléchissent que à l'ingrédient. C'est du bœuf, c'est du veau, c'est du bar. Mais est-ce qu'on pourrait boire du rouge avec du poisson, par exemple ? Oui. Et vous le faites Moi, je le fais très, très librement. Et je fais attention. C'est un sushi ou un carpaccio de dorade avec du caviar ou du citron. Je pense que c'est pas le rouge qui va le mieux. Mais si c'est un poisson snacké avec à nouveau des épices, des légumes qui ont de la mâche, le rouge va très bien. Je me suis posé une question en lisant votre livre. Quelle est la différence entre un sommelier et un œnologue ? L'œnologue fait et le sommelier déguste, dans le sens qu'un œnologue a toutes les compétences pour la vinification, l'énologie pure, c'est-à-dire la connaissance de ses terroirs, le choix des barriques, l'élevage, tout ce qui est un peu, on va dire, technique. C'est pas comme un chef de cuisine. Lui cuisine le vin, il prépare le vin. Et un sommelier doit déguster milliers de vins et pas un seul ou une dizaine. Il doit les connaître, il doit les accorder au plat, il doit surtout faire rêver qui les boit. C'est-à-dire il doit parler, avoir un langage qui permet à qui reçoit le vin de passer un bon moment. Et vous dites que ce sont toujours les personnes de l'endroit qui font les meilleurs vins et pas ceux qui les conseillent, notamment les œnologues. Oui. Pourquoi finalement cette supériorité de la personne du coin et du terroir ? C'est un peu comme un architecte. Ce qu'on appelle les winemakers. Winemakers, oui, et d'ailleurs, c'est des makers, c'est des faiseurs de vin. Oui. Et le meilleur des œnologues, c'est le vigneron. C'est lui qui habite dans sa terre, qui habite dans sa maison, qui connaît ses terres par cœur. Et c'est un peu le même problème souvent d'un architecte ou d'un chef de cuisine. Ils imposent leur goût aux autres. Quand moi j'ai envie d'habiter chez moi, j'ai pas envie de retrouver le goût de mon architecte, j'ai envie de retrouver ce que j'aime. Et c'est la même chose. Vous n'êtes pas dans l'appartement témoin en fait. J'ai pas besoin d'une photo et me la regarder tous les jours. J'ai envie de vivre dans mon appartement. Et dans le vin, c'est la même chose. Celui-là qui le fait, il vit avec sa terre, il vit avec ses saisons, il vit avec ses lumières. Il est inspiré par où il a grandi. Celui-là qui arrive d'ailleurs, il peut donner des conseils techniques qui le font évoluer. Mais quand il impose son style, d'ailleurs c'est ce qu'on a connu dans les années 2000, après tous les vins se rassemblent. Il y a 4-5 grands œnologues dans le monde, qu'ils soient au Chili, en France ou au Japon, ils font le même vin. Et ça m'intéresse pas. C'est comme le café. Mais est-ce qu'ils peuvent faire le même vin alors que la terre n'est pas la même ? Oui, parce que le choix de la barrique peut gommer certains arômes et en apporter d'autres. Essayer d'arriver à une maturité, ce qu'on appelle phénolique des tanins, du coup plus de gras, plus de richesse, plus de matière. Choisir le nombre de soutirages, d'aération du vin. En fait, évidemment, ce n'est pas exactement les mêmes, mais quand vous mettez les mêmes cépages sous des terres argileuses plutôt que calcaires, vous les apportez une technique maîtrise de cave, mais ils vont se rassembler beaucoup. C'est pour ça que dans un concours à l'aveugle, c'est toujours compliqué de reconnaître, par exemple, un Cabernet Sauvignon du Chili avec un de Toscane. Et pourtant, il y a une grande distance entre les deux. Vous dites que la parfaite alchimie, finalement, ce serait un œnologue, un agronome et un géologue. Oui. Et là, on a le triptyque parfait pour faire un bon vin. Oui, parce que le géologue, il va vous dire toute la richesse de la terre. Un agronome va travailler la plante de manière divine et l'énologue va lui donner toute la compétence et la technique scientifique. On connaît bien dans cette période tous les experts à quel point sont ennuyeux. Et les énologues peuvent devenir ennuyeux parce qu'ils sont des experts. Mais leur compétence, leur maîtrise peut faire évoluer les choses. Mais c'est pas une messe, c'est pas une seule vérité.
parce que les variantes, la capacité... Non, les variantes, on oublie. Non, on oublie. Non, mais les différences qu'on peut avoir à travers un terroir, à travers des crus, mais aucune science peut l'expliquer, parce que chaque plante est individuelle. C'est-à-dire qu'on peut avoir les meilleurs spécialistes du monde qui pourraient ne pas faire un bon vin. Ah oui. Oui, bien sûr. Parce que si le millésime ne s'y prête pas, s'il y a un imprévu pendant les vendanges ou pendant les vinifications, peut-être le travail est raté et on recommence pour l'année prochaine. On n'a pas une deuxième chance. Hein. C'est une fois par an les vendanges. Voilà, je reçois un champion du monde aujourd'hui, champion du monde des sommeliers en 2004. Il s'appelle Enrico Bernardo. Enrico, on peut passer le concours tous les ans si on veut, ou une fois que vous l'avez été une fois, c'est à vie? C'est à vie, voilà. Il n'y a pas besoin de remettre son titre en jeu. On ne peut pas. C'est-à-dire qu'une fois qu'on gagne, c'est bon. On ne peut pas réinscrire sa propre candidature à ça. C'est tous les 3 ans. Du coup, on est aujourd'hui, je crois, 16 ou 17 qui l'ont gagné depuis 69. Dans le monde, vous vous rendez compte, c'est pas beaucoup. Vous appartenez à un club très fermé. Maintenant, il vous reste à devenir le sommelier de l'univers. Voilà. Non, il faut que vous créez votre propre concours. Plus de compétition. Pour moi, personnellement, ça a été une belle excuse pour apprendre un métier, pour évoluer vite, pour de manière puissante de savoir le plus possible de choses. Mais après, le bonheur, maintenant, c'est de vivre le vin et pas forcément de le déguster à l'aveugle ou de le reconnaître. Voilà. Et maintenant que vous êtes arrivé à l'âge de la sagesse, vous publiez La sagesse du vin aux éditions Flammarion. Donc c'est le récit d'un voyage que vous avez entrepris, qui s'est interrompu pour des raisons sanitaires, on va dire. Hein. Et finalement, ce que vous dites, c'est que vous allez en Chine et vous avez la certitude que d'ici quelques 10 ans, 10-15 ans. 10-15 ans, les Chinois, ça sera les plus gros producteurs de vin au monde et peut-être même les meilleurs, c'est ça? Pour eux, oui. Pour leur goût à eux, oui, parce que c'est un peu comme, vous demandez à un Italien, il dit que les meilleurs vins du monde, c'est les Italiens, un Français sera les Français et un Américain sera les Californiens. Du coup, pour les Chinois, les meilleurs vins du monde seront les vins chinois, c'est sans doute ça, c'est les mêmes évolutions qu'on voit partout dans le monde. Et en voyant comment ils plantent, comment ils investissent et comment ils se font aider techniquement, ça ne m'étonnera pas qu'on aura des vins terriblement chers, un peu l'image des vins californiens, qui seront bu par un public chinois et que nous, on ne connaîtra pas. Après, est-ce qu'ils seront meilleurs? Pour moi, déjà, le meilleur vin n'existe pas. Ce seront des vins chinois, faits par des Chinois. Je crois que le meilleur vin, si, vous avez une définition du meilleur vin. Celui-là qui nous attend, ce qu'on n'a pas encore dégusté. C'est celui qu'on n'a pas encore bu. Oui, exactement. Cette belle réponse, je l'ai eue en Australie. C'est souvent une question qu'on m'a posée, quel est le meilleur vin du monde, le meilleur vin que j'ai dégusté. Et je ne savais jamais trop répondre. C'est un peu de dire quel est le meilleur de vos 2 enfants. Ce n'est pas possible de dire lequel est meilleur. On les aime différemment. Et en Australie, j'ai fait une visite remarquable d'un vignoble extraordinaire avec des vieux cèpes, des vieilles plantes qui avaient 150 ans. Tout était charmant. J'étais emballé, le discours, tout. Jusqu'au moment qu'on va au chai. Et normalement, ça se termine par une dégustation, la visite. Et cet homme-là... J'ai adoré la fin. Ne fait aucun signe d'ouverture. Je me dis, c'est quand même bizarre. La première fois que ça m'arrive dans le monde, même à un moment donné, je dis quel manque d'échange, quel manque de générosité que j'avais rencontré partout dans le monde. Visite sèche. Et je sors de là, je monte en voiture, je dis, mais finalement, il m'a offert le plus beau cadeau en ne pas dégustant le vin, la réponse à cette question. Parce que m'intriguait le fait de savoir comment était ce vin-là. Alors je dis, mais... la frustration. Je ne le connais pas. Alors, c'est ça le meilleur vin, celui-là qu'on n'a pas encore dégusté. Et finalement, vous répondez à votre question parce qu'une amie qui avait une bouteille... La voisine, voilà. C'est le domaine voisin dont j'étais client. D'ailleurs, quand j'étais au Georges V, je fais une très belle dégustation, je raconte l'histoire. Elle était cliente chez lui. Elle m'a offert une bouteille importante. C'était vraiment un très beau cadeau. Et le soir même, j'étais à table avec ma sœur, Mary, et on dit, on va l'ouvrir. On va pas faire autant... Le vin est fait pour être bu. Oui, totalement. Et on ne va pas laisser cet honneur de l'inconnu. Il faut l'ouvrir. Mmh. Et est-ce que, finalement, ça a été à la mesure de votre fantasme? C'était très bon, c'était excellent. Mais ça va rentrer comme parmi d'autres excellents vins que j'ai dégustés. Mmh.
Alors votre tour du monde, c'est un tour du vieux continent. 14 mois, vous avez pris 29 vols, parcouru 50 000 km en voiture, visité 902 domaines et dégusté 7720. Alors en plus, vous archivez tout, hein. Vous avez encore des fiches et, Oui. et des carnets à... J'ai mon petit calepin qui je remplis au fur et à mesure. À oui. l'ancienne, Oui. donc rien ne peut vous échapper. Qu'est-ce que vous avez appris sur le vin que vous, qui êtes champion du monde et qui a 30 ans dans le vin, ne connaissiez pas? Qu'est-ce que vous avez appris de plus? Ben, j'ai appris surtout l'âme. Plus qu'appris, j'ai ressenti l'âme du vin. C'est-à-dire que quand vous êtes dans votre propre rôle dans un grand restaurant, vous parlez beaucoup de vin, vous dégustez beaucoup, vous vivez le vin de manière professionnelle. Le fait de prendre la route et passer autant de temps sur le terrain, se réveiller au même endroit que le vigneron, aller chez le même boucher, aller prendre le café au même endroit, vivre l'atmosphère des villages, parce qu'en fait les vins sont dans des villages, et sont d'ailleurs très beaux ces villages. Sauf en Californie. Hein. Mais ça reste des villages. Maintenant, c'est la Napa Valley. Alors, Oui. vous racontez le business qu'ils en ont fait. Alors là, c'est le circuit touristique. Là, c'est Euro Disney. C'est Euro Disney, voilà. Ouais. Mais Sonoma, qui est juste à côté, a une âme paysanne. L'Oregon a une âme très paysanne. Toute la vallée centrale, Santa Cruz, c'est le quai des vignerons. Et du coup, effectivement, il y a Napa Valley qui est un peu les grands domaines prestigieux qui font des visites. On sort avec une casquette avec la marque du domaine visité. Mais dans tout ce voyage-là, passer autant de temps, j'ai appris vraiment que tout passe par l'humain, par les êtres qui font le vin et qui vous le servent et qui vous donnent les moyens de le ressentir. Mais il faut être dans la condition. Il ne faut pas être stressé, ni par le temps, ni par les rendez-vous. Il faut se laisser guider. J'ai une vraie chance. J'ai pris ce temps sans me fixer... comme on disait à l'instant, d'objectifs. Et le fait d'avoir pas d'objectif, on est libre de vivre ce qu'on est en train de faire dans le moment présent. Même si vous l'avez fait de façon très professionnelle, puisque vous aviez des rendez-vous dans les domaines, Oui. vous débarquez pas dans les domaines sans avoir pris rendez-vous. Oui. Il fallait sélectionner auparavant les domaines, donc c'était quand même un vrai travail en amont. Hein. Oui, elle travaille un peu de documentariste en amont, on fait son propre itinéraire. Et oui, on s'improvise pas, mais... Vous n'êtes pas allé toquer à la porte des châteaux. Non, par contre, dans le voyage, il y a des domaines qui se sont ajoutés que j'avais pas prévus parce qu'en allant manger au restaurant, il y avait peut-être le restaurateur qui m'a dit « Ah, mais t'as pas goûté celui-là ?» Alors lui prend un rendez-vous pour moi. Ou parfois, ça m'est arrivé même de rencontrer des vignerons à tabler dans le même endroit où j'étais et que après le déjeuner, j'ai terminé chez eux pour déguster quelque chose. En fait, il y a un monde d'échange. Et c'est ça qui est le plus agréable dans la viticulture, dans le monde du vin. Les gens sont généreux. Naturellement, ont envie de montrer ce qu'ils font et ils reflètent vraiment cet amour pour la terre. Et je trouve ça fabuleux. Dans un monde où tout va vite, je trouvais encore ces valeurs très attachées au lieu où on est né, où on a grandi. Je trouve que ça nourrit l'âme. En Californie, vous découvrez finalement que les vins sur la carte et les vins californiens sont plus chers que la plupart des grands vins français. Comment vous expliquez que les Américains, ils arrivent à vendre aux Américains des vins aussi chers qui peut-être ne le valent pas? Alors d'abord la quantité, il y en a moins parce que on va dire il y a une centaine de noms qui sont très demandés, très luxueux dans l'esprit des Américains. Ça se passe par le mot collection. Les Américains sont des grands collectionneurs et du coup il faut avoir. Ils jouent la carte, les producteurs, parce qu'ils font des petites quantités, des micro-cuvées, du coup les prix s'enflamment. Et après, tout simplement parce que tout coûte plus cher. Aller acheter une salade au supermarché pour manger dans votre hôtel, ça coûte si cher que faire un repas à Paris à déjeuner. Tout est très cher. Je dis dans le livre qu'il n'y a que l'essence qui était à bon marché. Aux États-Unis, oui. Dormir dans Et les barres chocolatées aussi. Oui. Et en plus, elles sont double XL. Mais non, tout est cher parce qu'il y a une vraie puissance en valeur d'achat et après les vins sont plus rares. Ceux qui sont grands, il y en a moins qu'en France. La France est riche de grands vins. Et après, il y a un chauvinisme évident chez les Américains pour boire américain. Mais ça a changé parce qu'avant, ils buvaient français. Oui, et c'est ce qui va arriver en Chine. C'est-à-dire que les Chinois boivent énormément français aujourd'hui, mais laissez 20 ans aux Chinois, ils vont faire le même chemin que les Californiens. Ils vont produire des grandes cuvées à micro-échelle et vous allez voir que les prix vont s'enflammer. Et les Chinois ont acheté des grands châteaux en France. Hein. Oui. Alors ça, c'est un mythe. Non, non, je dirais que plutôt ils achètent des châteaux pas trop cotés. On marque juste l'appellation Bordeaux, qui coûte pas trop cher,
pour qu'ils revendent ça en Chine à des prix très chers. Parce que du moment que c'est marqué Bordeaux, c'est pas tel château ou l'autre château. Évidemment, ça, c'est réservé à un public très averti. Mais rien que si vous marquez Bordeaux sur l'étiquette, ça fonctionne très fort. Et c'est Enrico Bernardo qui s'arrête au Book Club aujourd'hui jusqu'à 13h à l'occasion de la publication de son livre qui s'appelle La sagesse du vin. Vous êtes parti comme le héros de Hermann Hesse, Siddhartha, en chemin et en voyage initiatique. En quoi est-ce que c'est un livre qui vous a influencé ? Parce que l'idée d'avoir un maître à penser, d'avoir un chemin à suivre, être inspiré, tout ça, c'était quelque chose qui m'a interpellé. Et surtout quand on arrive à la réponse qu'il n'y a pas de vérité, qu'il n'y a pas de maître à penser, il faut connaître son propre soi-même pour se libérer. Et j'ai trouvé dans ce livre pas mal d'inspiration. À mon échelle, j'essaie de me le dire tous les jours, de ne pas être influencé par un monde qui me contourne, mais être inspiré par celui-là pour être le plus possible moi-même. Le qualificatif sage appliqué au vin, c'est un terme de dégustation ? Non, on peut l'utiliser parce que dire qu'un vin sage, en fait, c'est un vin qui raconte pas grand-chose. C'est un vin qui est calme, qui est suffisamment plat et du coup, c'est pas très valorisant. Comment est-ce que vous définissez, vous, la sagesse du vin ? La sagesse du vin, c'est l'accomplissement quelque part, c'est l'harmonie parfaite, c'est l'absolu, c'est à la fois une plénitude d'une vie, c'est-à-dire quand on arrive à sa maturité optimale, je pense qu'on est sage parce qu'on a suffisamment vécu, on a suffisamment eu de l'expérience, mais en même temps, on a encore un peu d'avenir. Et un vin qui arrive à cette sagesse, c'est un vin qui normalement nous procure de l'émotion, il nous interpelle. Alors, quels sont les pays que vous avez visités ? Alors, on a parlé des États-Unis. Toute l'Amérique du Nord et du Sud. J'ai été en Afrique du Sud, en Australie, en Nouvelle-Zélande. J'ai été au Japon, en Chine. J'ai fait pas mal de pays déjà en Europe. Évidemment, la France, l'Italie. Les Japonais, ils ne sont pas très doués pour le vin, vous dites ? Ils ne sont pas doués parce qu'ils n'ont pas non plus beaucoup de chance. Ils ont un climat qui est toujours pris entre les orages, l'humidité. C'est très, très, très humide. Et du coup, ils n'ont pas la météo qui les avantage. Et après, ils ont quand même toujours ce réflexe de vouloir copier la France, c'est-à-dire la Bourgogne et le Bordeaux, sauf que le Japon, les conditions ne sont pas les mêmes. Plutôt que valoriser ce qu'ils ont chez eux, c'est-à-dire le Koshu par exemple, ils ont envie de faire des vins un peu iconiques en essayant d'imiter ce qui se fait en France. Et ça, c'est la limite. Quand on veut imiter et qu'on n'a pas les capacités pour le faire, en général, la sortie n'est pas très bonne. Et vous expliquez que quand vous avez goûté tous ces vins de tous les pays, ils ont un point commun. En fait, c'est justement ce fil conducteur la France sert de modèle à plein de pays viticoles. A été celui-là bordelais dans les années 90. Il a bougé vers le modèle bourguignon, c'est-à-dire la nature du cépage par rapport au sol, par rapport au cru, à la vigne. Mais c'est vrai que c'est normal, c'est un peu l'innocence. On essaie de prendre qui fait le mieux, essayer de faire comme. Et ce qui est intéressant de voir qu'aujourd'hui, il y a des vraies maturités dans plein de pays et des œnologues, des vignerons sur place se sont libérés de ces modèles-là et ils font leur vin par leur propre histoire. Et là, il y a une âme. Et là, il y a des différences. Quand il n'y a pas ça, c'est des vins que j'appelle techniques. Et quand ils sont techniques, ils se ressemblent pas mal. Il n'y a pas la terre qui parle. Alors, au cours de ce voyage, vous vous êtes réconcilié avec votre pays d'origine, l'Italie. Vous êtes parti réaliser un rêve d'enfance, puisque vous avez marché sur les traces de Giuseppe Garibaldi, c'est l'un des pères de la patrie italienne. Vous avez mis donc vos pas dans les siens. Qu'est-ce que vous avez appris et qu'est-ce que vous avez compris de votre pays que vous ne connaissiez pas ? Je suis amoureux de mon pays, c'est un pays fabuleux. Vous changez de ville et vous changez de pays, il y a des accents, des dialectes, des saveurs, des parfums, des clochers. Tout a une histoire très ancienne et les vins, notamment les appellations, les cépages, comme l'assiette de pâtes que vous dégustez, elles sont tout le temps différentes. Soit les vins qu'elle aimait, et il y a une générosité latine, méditerranéenne. En revenant de tous ces pays très lointains, en arrivant en Europe, je me suis dit, je suis vraiment méditerranéen, je suis vraiment italien, je suis fier d'où je viens parce qu'on a une telle différence, on a une telle richesse. Et j'ai voulu faire ce voyage italien comme Garibaldi parce qu'il a uni l'Italie. Il y a des fous qui veulent se séparer de l'Europe, il y a des fous qui veulent séparer l'Italie en morceaux. Et je trouve que notre force, c'est justement d'être ensemble parce qu'il y a une multitude de différences et qui nous rend très intéressant aux yeux du monde entier. Quand vous êtes en Oregon ou vous êtes à Wellington et vous buvez le même café filtre
assez dégueulasse, vous êtes fier d'être italien et changer de café en café et avoir une autre saveur. Vous avez, dans votre première vie, appris le vin dans les moindres détails. Qu'est-ce qu'on n'apprend pas dans les livres et qu'est-ce qu'on n'apprend pas à l'école ? Mais le ressenti. Ressentir, je pense que c'est une histoire de vie. Parce qu'au début, on essaie de comprendre, on essaie d'assimiler, on essaie de répéter, on se raconte nous-mêmes notre propre leçon, on devient presque professeur. Et à un moment donné, il y a cet âge un peu de maturité et la chance que peut-être il y a quelque chose qui se passe dans votre vie et vous passez au ressenti. Ça, aucun bouquin pourra l'écrire et aucun professeur pourra vous l'enseigner jusqu'au jour que vous faites ce déclic-là. Alors, vous parlez des questions auxquelles vous n'aimez pas répondre. Tout à l'heure, vous disiez, la question, c'est quel est le meilleur vin du monde ? Ou alors, quel est votre vin préféré ? Êtes-vous plutôt Bourgogne ou plutôt Bordeaux ? Mais quelles sont les réponses auxquelles vous aimez répondre concernant le vin et qui pourraient être utiles à ceux qui nous écoutent et qui aiment le vin ? Quelle était la belle rencontre dernièrement ? Quel est le vin qui t'a le plus parlé ? Quelle est le meilleur, la meilleure situation pour apprécier un vin ? Quels sont les moments pour le faire ? Qui est des choses, je dirais, qui passent vers le vécu. Parce que le classement connaît déjà dans la façon de le dire sa limite. On classe. Et moi, je déclasse pour me libérer de tous ces systèmes-là. Et je prends les vins de la même manière. Peu importe si c'est un grand cru, un grand millésime, je l'approche avec cet esprit naïf et libre pour l'apprécier pour ce qu'il est et pas pour ce qu'il devrait être par rapport aux autres. Et ça, si on l'applique aussi dans la vie, c'est fantastique. Le vin m'aide à vivre aussi librement dans ma propre vie parce que j'ai surtout envie d'être moi-même. Et les vins, quand on commence à dire « Ah, moi, je suis plutôt bourgognat », moi, surtout pas Bordeaux. Hein. C'est du snobisme. Et c'est associé souvent à l'ignorance, à la non-culture du vin. Vu de l'extérieur, quand on écoute les sommeliers ou les gens qui parlent de vin, on a l'impression qu'on ne parle pas de la même langue. Tellement ils utilisent un vocabulaire propre à cet univers, en fait. Oui. Si vous n'avez pas les clés, vous ne pouvez pas comprendre. Il faudrait presque le glossaire. Malheureusement, c'est une étape à passer. Moi, je suis passé aussi par cette étape. Quand on est jeune sommelier ou même un peu affirmé, on s'écoute un peu parler aussi. C'est-à-dire que dans les définitions, on a l'impression que pendant qu'on les dit, on essaie de les comprendre. Mais c'est une étape obligatoire pour passer après finalement à l'étape suivante, que c'est celle vraiment, à nouveau je me répète, du ressenti, et pas parler de vin avec une terminologie technique, mais parler plutôt comme on décrirait une personne. Il y a beaucoup de verbiage, oui, quand même. Oui, complètement. Après, il y a des choses techniques, quand par exemple vous ne pouvez pas passer à travers de parler de tanin dans un vin rouge, c'est un élément qu'on doit décrire, ou la robe en parlant de la couleur. Il y a des terminologies qui vous êtes obligé d'y passer. Mais par contre, de décrire le vin, le mettre en appétit, donner des saveurs, on peut le raconter comme on parle d'un film, comme on parle d'une émotion qu'on a vécue autre part que dans le vin. Pourquoi les années 1950 et 1960 sont les années qui ont connu les meilleurs millésimes ? Moi, comment est-ce qu'on explique ça ? Il y a un cours de circonstances assez magique, c'est-à-dire qu'il y a eu le phylloxéra qui est arrivé à la fin du 19e siècle, qui a duré 20-25 ans en Europe. En général, a détruit tout le vignoble en entier et ils ont été replantés. Et en 1900-1920, il y avait un vrai savoir-faire de pépinéristes, de gens qui travaillaient la terre, vraiment, des vrais paysans. Le marché du vin n'existait presque pas, on vendait un vrac, du coup il n'y avait pas une course à la folie, une récolte était mauvaise, on faisait avec, c'était pas nécessaire, on ne demandait pas autant à la vigne. Qu'est-ce qui se passe que 50 ans plus tard, après-guerre, la vigne a sa parfaite maturité, c'est-à-dire qu'on dit toujours que les grands vins se font par une vieille vigne, on va dire entre 40 et 80 ans, et là c'est dans le moment meilleur que la vigne donne le mieux de soi. Et dans les années 60, on n'était pas encore dans ce business fou du vin, les vins étaient très raisonnables, les gens vivaient avec le vin, mais ils avaient un peu de polyculture à côté, ils avaient du maïs, quelqu'un avait du bétage. En fait, le vin nourrissait la table et faisait un peu d'économie, mais c'était pas la course à la note, à l'augmentation de prix, à la conquistation des marchés, c'était pas tout ça. Aujourd'hui, tout est tellement cher qu'on demande à la vigne de faire à la fois du vin, mais aussi un bilan commercial. Et on est malheureusement en train de tirer un peu trop dessus.
Vous êtes très méfiant vis-à-vis de ces nouveaux vins, les vins bio ou naturels. Pourquoi ? Qu'est-ce que vous reprochez, par exemple ? De quoi vous suspectez un vin naturel ? Je suis suspicieux quand on me l'affiche d'abord comme ça, quand on me le présente, mais c'est un vin nature. Ça ne veut pas dire qu'il est nature, qu'il est bon. Pour être naturel dans le vin, il faut être encore plus exigeant que dans un vin soi-disant industriel. Pourquoi ? Parce qu'il faut avoir une maîtrise technique de la vinification, la propreté des chais, tous ces genres de choses, parce que vu que vous ne mettez pas du soufre, vu que vous ne mettez pas trop d'éléments pour stabiliser le vin, il peut partir vite en vinaigre. Et d'ailleurs, je dis avec cette phrase, il y a rien de plus naturel que de rien faire. Et du coup, je suis méfiant de ça. Mais après, il y a des très grands vignerons qui sont nature depuis le premier jour et qui font rayonner cette appellation. Après, tout l'argument commercial, je m'en méfie, comme le bio. Aller acheter un vin bio à 4 € sur un rayon de supermarché, comment est-il possible ? Ouais. Alors, il y a je ne sais pas combien d'ingrédients qu'on peut ajouter et être quand même bio. La biodynamie, l'aspect biologique, la préservation de notre environnement est essentielle. Et tout vigneron le fait, tout grand vigneron le fait parce que c'est son outil de travail en plus de l'endroit où il vit. Il va pas se contaminer de choses qui ne sont pas saines pour lui. Du coup, on en parle de trop. Pour moi, le vin, d'abord, doit être bon, il doit être grand, il doit représenter le lieu où il est fait et par qui il est fait. Après, comment il est fait, s'ils utilisent de la barrique ou de l'amphore, s'il fait 3 soutirages ou on n'en fait pas du tout, s'il met du SO2 ou on n'en met pas, ça m'est égal. Du moment que le vin est bon et qu'il exprime un lieu et une personne. Mmh. Il y a une notion que vous n'apprenez pas à l'école hôtelière, c'est la notion d'équilibre. Pourquoi cette notion, c'est une notion centrale finalement ? Parce que l'équilibre, c'est la juste milieu entre les saveurs d'un vin, c'est-à-dire la partie qu'on dit dure du vin, c'est-à-dire les tanins, l'acidité, cet aspect un peu âpre, et la partie ronde, c'est-à-dire le côté rond, l'alcool, le sucre. Et quand un des deux poids il est démesuré, en fait, le vin n'est pas très agréable. Ou il est trop âpre, ou il est trop alcooleux. Et l'équilibre est essentiel. À l'école hôtelière, on vous apprend à cuisiner, on vous apprend à couper, à faire tas de choses techniques, mais on ne vous apprend pas à déguster. C'était mon cas. On ne m'a pas appris à déguster un plat que je cuisinais. Et même, je vois dans les jeunes cuisiniers, dans les restaurants... Mais vous aviez le palais que votre mère vous avait laissé. Ma mère m'a... Donc, vous saviez déguster déjà. Oui, mais je ne savais pas mettre les mots. Je savais apprécier. Ces mots techniques. Après, il y a des mots qui font rêver, ils donnent du plaisir, ils ne sont pas techniques. Moi, quand on parle, par exemple, d'une saveur élégante, d'une structure légère, d'un bouquet fleuri, c'est compréhensible, c'est pas technique, mais ça donne envie. C'est une histoire de mots. En tout cas, les mots sont dans votre livre. Enrico Bernardo s'appelle La sagesse du vin aux éditions Flammarion pour tous les passionnés et vous respirez la passion. Merci beaucoup. J'aime ma vie, j'aime la vie et j'aime la vie des autres. Et du coup, la partager, c'est un bonheur et on a une chance de la vivre. C'est une belle formule, ça. Je l'ai inventée. Vous m'avez fait ressentir ce sentiment et je l'ai partagé avec vous. Je ne l'avais jamais utilisé. J'aime la vie. Je la garde. Oui. Je la réutiliserai. Vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net et puis vous verrez la vidéo de cette interview sur notre chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup pour l'invitation. Et passez un très bon dimanche sur Beurre FM.